à tous. Donc, Patricia Pompiliu, je suis présidente de Cap Citoyen. Donc, on s'inscrit dans la résistance politique, puisqu'on se bat pour l'autonomie, dans un premier temps, de nos régions. Et je tenais donc à saluer votre détermination et votre engagement, qui frise vraiment l'admiration. Donc, je suis vraiment admirative pour votre détermination. Alors, ma question est la suivante. J'aimerais avoir votre avis concernant la Renaissance africaine. J'aimerais savoir si cette Renaissance passera forcément par la réappropriation spirituelle. Je parle de la spiritualité originelle des Africains. Pour moi, c'est important. Je pense que ça vient par là. Applaudissez la sœur. C'est marrant parce que, malgré entre guillemets mon jeune âge, comme me disait ma sœur, Madame Tyrolien tout à l'heure, lorsqu'elle parlait de jeune homme ou jeune monsieur, je ne suis pas si jeune que ça d'ailleurs en réalité, mais l'expérience qu'on a fait qu'on arrive à deviner la fin des questions dès les premiers mots qui sont énoncés. Ça, c'est assez extraordinaire. Et pour répondre à ta question, qui est une question primordiale, ma sœur, nous pouvons prendre notre cas personnel, qui est, je pense, la synthèse de ce que vivent bon nombre de jeunes Africains et Afro-descendants à travers le monde dans la sphère francophone, anglophone, lusophone et autres en réalité. J'ai été baptisé chrétien. J'ai quitté le christianisme. J'ai commencé l'activisme politique par le biais d'une organisation qui s'appelle les Black Muslim Nation of Islam, qui a vu croître des gens comme Mohamed Ali, Malcolm X, Khalid Mohamed, etc., Farrakhan. Et c'est cette organisation qui m'a appris à parler. Je n'aurai jamais de honte à l'énoncer. Je me suis éloigné un moment de ce mouvement parce que je trouvais qu'il faisait du surplace et qu'il y avait des choses qui ne tournaient pas rond à l'intérieur. Et j'ai rejoint la Francentricité, à Paris. Le nom Kémy Séba est l'illustration de ce passage. À une époque où très peu de gens parlaient de Kemet, en 2002, nous en parlions déjà. En 2002, nous étudions déjà et nous parlions déjà du Médine Etcher, des hiéroglyphes d'Atona, d'Atumra, d'Amonra, etc. Et il arrivait un moment où, dans ce cercle concentrique de Paris, nous avons eu la sensation, nous, activistes politiques de justice sociale et de rue, que parler de Kemet était une chose, mais on ne pouvait pas passer notre temps à se gargariser sur les pyramides si nous ne faisions pas un travail de justice sociale au quotidien et de terrain pour notre population. Et le problème, c'est que dans chaque réunion où nous allions, les gens refaisaient le débat de Cheikh Anta Diop en 1974 pour prouver que l'Égypte était noire. Mais moi, j'ai eu besoin que d'un cours pour le savoir. On le sait. La question n'a pas été de savoir est-ce que nous avons construit des pyramides, mais est-ce que nous sommes capables aujourd'hui d'avoir l'égalité pour notre population. Et lorsque nous avons été dans cette démarche, nous nous sommes rendus compte que le microcosme de Paris, même s'il y avait des frères exceptionnels qui étaient dedans, bien sûr, et des sœurs exceptionnelles, mais que le microcosme de Paris et le microcosme francophone étaient trop statiques dans ces sphères-là en ce qui concernait la connaissance de soi. Parce qu'une connaissance de soi qui ne sert pas à mener un travail social, d'égalité et de justice n'est que masturbation comme telle. Et je pense qu'il faut avoir le courage de le dire. Et donc nous nous sommes éloignés. Nous avons fait preuve de multiples stratégies. Nous avons compris que notre peuple, dans les banlieues en Occident, bien souvent certains étaient dans une démarche religieuse, musulmane, d'autres étaient des évangélistes, etc. Et nous avons décidé de parler un temps leur langage. Parce qu'on dit que si vous voulez convaincre quelqu'un, il faut être capable de parler son langage pour le toucher. Si vous le stigmatisez en le traitant d'aliéné, il ne vous écoutera jamais. C'est ce qu'on appelle l'intelligence. Et lorsqu'on a été capable de devenir suffisamment audible auprès du peuple et de la rue, nous avons fait ce que nous avions depuis le départ prévu, c'est-à-dire que nous avons décidé de revenir à la source originelle de nous-mêmes, qui est le vaudou en tant que tel, la cosmogonie africaine. Et nous avons décidé de faire le pèlerinage à Ouida et de rentrer dans ce processus initiatique dont mes parents sont originaires, en tout cas une partie de ma famille est originaire, ce qui m'a permis de faciliter cette démarche-là, de telle sorte qu'aujourd'hui je suis proche du roi du vaudou aujourd'hui, Dagbo Una Unan II, d'accord, le fils de son prédécesseur, qui est l'autorité suprême du vaudou. Mais pourquoi je vous parle de tout ce chemin? Je vous parle de tout ce chemin pour vous rappeler une chose. Oui, le retour à soi est vital pour que notre peuple puisse fonctionner. Mais non la stigmatisation de notre peuple qui est dans les religions dites révélées
ne servira jamais à permettre que ce peuple puisse se réveiller. Si vous voyez qu'un frère ou une sœur mange un plat qui n'est pas bon, que vous savez que son riz n'est pas bon, mais que vous disiez « Eh négro, ton riz pue, ne le mange pas, c'est de la merde », si ce frère-là tient ce riz, il va se lever, il va se battre avec vous. Et c'est ce qui se passe dans les rues. Quand des frères qui crient au tep, au tep, au tep, et ils voient un frère musulman, chrétien, il dit ta religion c'est de la merde. Mais le gars qui tient sa religion va se lever, va se battre avec ce dernier. C'est une réalité. Mais si vous êtes capable, lorsque vous voyez le riz de votre frère, de lui présenter un riz qui en apparence peut être pareil, mais qui en réalité a le goût de notre tradition en tant que tel, vous commencez à l'orienter progressivement vers le retour à lui-même. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? J'ai vécu pendant 7 ans au Sénégal. 6 ans. J'ai gravi tous les échelons médiatiques de cette capitale d'Afrique francophone en ce qui concerne les médias, qui m'a permis de toucher la masse africaine à la télévision. J'ai parlé leur langage pendant un temps. Et au bout d'un temps, lorsque j'ai été capable d'atteindre stratégiquement la masse critique, j'ai commencé à dire systématiquement dans mes allocutions que les ancêtres nous préservent. Et bon nombre de frères et de sœurs qui sont des musulmans fondamentaux au Sénégal, pays majoritairement musulmans, bon nombre de jeunes frères et sœurs ont commencé à dire, même si c'était des musulmans qui allaient à la mosquée et autres, ont commencé à dire que les ancêtres nous préservent. Et aujourd'hui, bon nombre de gens commencent à s'intéresser, non pas au tep pour Otep, mais à la tradition originelle, au culte Yoruba, au vaudou en tant que tel. Et toutes les cosmogonies africaines qui peuplent notre peuple. Parce que c'est ça dont il faut parler. Le but n'est pas d'être dans un reconstructionnisme pour construire une nouvelle religion dont certains seraient les gardiens de ce business-là. J'en connais. J'en connais. Des gens qui vendent du rêve. Qui vous disent, moi je connais, si tu veux connaître la spiritualité, achète mes livres. Méfiez-vous de ces gens-là. Je n'ai pas de tabou à le dire. Si vous voulez rentrer dans la spiritualité, tous les praticiens, tous les gardiens de la tradition sont présents sur les sols africains et sont des porteurs de secrets. Ce sont des gens que le peuple méprise bien souvent, alors que ce sont eux qui peuvent régler le problème. Mais méfiez-vous de ceux qui veulent le profit pour le profit. Donc oui, je le dis. Et pour répondre à ta question extrêmement importante, ma sœur, oui, le retour à soi est vital. Mais la diabolisation de nos frères et sœurs qui ne sont pas au même stade spirituel que nous n'apportera rien en tant que tel. Et je vais aller même plus loin. Je vais vous donner une petite anecdote. J'ai dû faire 80 pays ces 3 dernières années. Amérique du Sud, Moyen-Orient, Asie, Europe de l'Est, Afrique en majorité. Et Occident aussi. Dans tous les pays où nous sommes allés en Afrique francophone, et partout où nous allons en réalité, nous allons toujours chercher les gardiens de la tradition, systématiquement, parce que nous avons besoin de l'onction de nos aînés pour pouvoir avancer. D'ailleurs, notre ONG, Urgence Panafricaniste, les gens n'en parlent pas suffisamment, mais si vous regardez notre programme sur le site urpanaf.com, le point 5, si je ne m'abuse, c'est le point 5, hein, c'est ça? Je crois que c'est le point 5, parle de l'aspect primordial du retour à la tradition. Aucun mouvement politique africain, francophone, de masse et d'envergure à l'heure actuelle, ne fait ça. Il faut le préciser. Mais dans chacun de ces pays, nous allons voir donc les gardiens de la tradition pour qu'ils nous donnent la bénédiction. Sur un des pays dont je ne citerai pas le nom pour ne pas manquer de respect à ceux qui y sont insérés, nous sommes allés voir le gardien de la tradition, nous avons voulu le voir. Au départ, il était d'accord. Et au dernier moment, il a refusé. Et vous savez quel est le motif pour lequel il a refusé? Parce que ceux qui le financent, en l'occurrence l'Agence française de développement, ont dit ne vous approchez pas, Sa Majesté, je ne dirai pas le nom de ce roi traditionnel, de ces jeunes extrémistes-là qui sont en train de retourner le cerveau de la jeunesse africaine, sinon vous aurez des difficultés. Et quand ils disent ça diplomatiquement, ça veut dire que sinon on va vous couper les vivres. Tout ça pour vous dire quoi? Que la corruption, la tradition n'empêche pas pour certains la corruption. Et que le problème en tant que tel, au-delà de la spiritualité, c'est le cœur de celui qui le porte, ou de celle qui la porte. C'est ça le vrai problème.
Oui, le retour à la tradition est vital, démesurément vital. Mais je le redis, dans le combat que nous menons pour la souveraineté en tant que telle, j'ai vu des gens qui étaient en stade peut-être beaucoup plus aliénant sur le terrain spirituel, sur ce processus-là, mais qui faisaient plus de travaux. Des gens qui passaient leur temps à nous dire l'Égypte était noire, mais qui, à part répéter ça tous les week-ends, ne font strictement rien pour notre peuple. Je sais que quand je dis ça, je bouscule le cœur de certains, mais je n'ai aucun tabou. Aucun sur cette terre. Mon nom est le témoignage de la grandeur de Kemet. Kémy Séba, c'est ça. L'enseignant noir. C'est la traduction même de mon nom, mon prénom que mes parents m'ont donné, Stelio, qui signifie en italien étoile. Séba, en médounétière, ça signifie étoile, et ça signifie aussi enseignant. Kémy, Kem, noir, charbon, parce que je suis noir et fier de l'être. Donc je n'ai même pas à me justifier ou à m'expliquer vis-à-vis de personnes qui sont des Kémettes depuis quelques semaines. Mais je dis et je répète, que quand vous vivez dans des conditions où le peuple manque de riz en Afrique, ou quand le peuple n'a pas d'eau potable, ou quand vous voyez des mamans, ne pas être capables de soigner leurs enfants à cause des plans d'ajustement structurel, vous comprenez que parler de Kemet est une chose. Mais si vous ne vous servez pas de ce savoir pour sauver votre peuple, cela ne servira à rien. Et c'est ça, ce sur quoi je vais vous emmener. Cheikh Anta Diop nous a donné le savoir, non pas pour que nous nous masturbions tous les week-ends. Cheikh Anta Diop nous a donné le savoir pour que nous puissions être une nouvelle génération qui, armée de connaissances, est capable de lutter pour avoir un avenir meilleur en tant que tel. Vous voyez que Cheikh Anta Diop, son but, c'était qu'il y ait une vague d'égyptologues, que tous les Noirs soient des égyptologues, et puis quoi après? Il arrive un moment, et c'est pour ça que certaines personnes ont tout fait, et je ne les citerai pas, pour que nous n'arrivions jamais en Guadeloupe. Il y a des gens dont je connais le nom par cœur, mais que je ne ferai même pas le plaisir de le citer ici, qui pendant des années ont dit « N'invitez pas Kémy Séba, jamais. Si vous l'invitez ici, il va vous pousser à l'islamisme. » Je ne savais pas qu'il y avait des vaudouisants dans l'islam. Je ne savais pas que le vaudou était autorisé dans l'islam. Ils ont dit c'est un agent des islamistes, parce que dès que je vois Ahmadinejad, je suis un agent des islamistes. Pourtant, ils ne parlent jamais, ces gens-là, du fait que je suis reçu par les Vénézuéliens, que je suis reçu par les Russes, que je suis reçu par les Sud-Américains et par tous les révolutionnaires du monde. Non, parce qu'ils veulent garder la population qu'ils considèrent comme un cheptel. Moi, je n'ai aucun cheptel. Je ne gagne pas d'argent par le peuple. Ceux qui me soutiennent, ce sont les frères, des sœurs, des amis, des gens qui soutiennent notre ONG comme Nicolas Anelka, que je vous demande d'applaudir. Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. Je ne risque pas ma vie pour vendre du rêve. Les gens qui vous parlent, qui ne veulent pas en réalité qu'il y ait cette révolution, sont des gens qui bénéficient de votre ignorance. Parce que tant que vous ne connaissez pas les choses telles qu'elles sont, ils peuvent continuer à perdurer, et c'est une réalité. Alors oui, je le dis, il faut qu'on soit capable de tous s'unir. Afrocentristes, traditionnalistes africains, évangélistes noirs, même certains musulmans noirs. Mon problème n'est pas de savoir quelle est votre chapelle, mais qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour que notre peuple puisse avancer. C'est ça notre véritable combat aujourd'hui. Le panafricanisme, dans le pana, il y a l'unité des africanités, l'unité des particularismes. Il y a des pays où vous allez aller, quand j'allais au Tchad, je les vois tous avec leur tête, on voit que leurs yeux, vous croyez que vous allez leur dire, allez jette ton putain de Coran, vous croyez que vous allez dire ça à ces gens-là? Mais ils vont sortir leur sabre, ils vont se battre contre vous. Et le temps qu'on passe sera à se battre les uns et les autres, ça sera un temps qu'on aura perdu pour se battre contre notre ennemi commun. Il faut réfléchir à ça. La plus grande des intelligences, ce n'est pas de stigmatiser la différence. La plus grande des intelligences, c'est de rentrer dans ces temples-là et de parler le langage de vérité pour les ramener à la tradition. Et je le dis, nous pouvons être fiers de le faire. Je vois une petite sœur que vous connaissez peut-être, qui est notre porte-parole, qui s'appelle Day Nogai Babelso, qui est l'un des plus grands espoirs de la jeunesse africaine, que je vous demande d'applaudir fortement. Elle a 20 ans, c'est une génie. L'un des esprits les plus brillants féminins que j'ai jamais vu de ma vie. Et Dieu seul sait que je suis entouré de femmes brillantes pourtant dans ma vie. Et cette petite sœur,
dont son appellation est musulmane. Mais la manière dont elle est en train de commencer à parler des ancêtres, elle va être plus dangereuse que les plus grands gardiens dits traditionnalistes que l'on connaît. Parce que dans son processus, elle est poussée par la motricité de la justice sociale. Une spiritualité qui n'est pas en harmonie avec la volonté de changer son environnement n'est que masturbation. Et c'est ça le problème dans lequel on a été incarcéré pendant un temps. Penser que la connaissance est le seul, comment dirais-je, acquérir la connaissance est une fin en soi, mais la connaissance doit être un moyen, pas une fin. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? La connaissance, est-ce que vous comprenez ou pas ce que je dis? La connaissance doit être un moyen. Étudier pour par la suite agir. Mais si depuis des années, vous parlez de la nécessité juste de lire des livres et vous pensez que c'est le combat, moi je suis inquiet face à ça. Notre peuple a besoin d'historiens pour comprendre et nous rappeler le sens de l'histoire. Mais qu'on se rappelle bien que le rôle de l'historien, c'est d'apprendre l'histoire, de rappeler l'histoire, pas que d'encercler ou d'incarcérer notre peuple dans une stagnation par rapport à l'énergie sociale qui doit être développée. Moi, quand je passe à Boissard, les gens n'ont pas le temps de crier au TEP ou de parler de vaudou en tant que tel pour l'instant. Ils ont dans une logique d'armes, de se tirer les uns sur les autres. Il faut leur apprendre la connaissance d'eux-mêmes et après leur apprendre la problématique politique, géopolitique dans laquelle ils sont installés. Et c'est notre devoir à tous. Dans la cérémonie du bois caïman, vous m'excusez, ma réponse est longue à cette question, mais parce que cette question est vitale. Dans la cérémonie du bois caïman, Boukman ne s'est pas contenté d'implorer les ancêtres. Il a imploré les ancêtres, après il a pris l'arme et le couteau et il allait tuer les esclavagistes en tant que tels. Est-ce vrai ou est-ce faux ce que je dis? Et c'est ce qui doit se faire aujourd'hui. Peut-être pas physiquement, mais politiquement, civiquement. Nous devons être dans une capable de détruire cette plantation. Donc oui, je le dis et je le répète, la spiritualité est vitale. Et c'est là où nous nous rejoignons avec certains courants qui parfois, dont certains parlent derrière le clavier, mais jamais en face. Oui, nous nous rejoignons. La spiritualité est vitale. Mais la spiritualité seule, sans action de justice sociale, je le dis et je le répète, n'est que masturbation. Et je l'assume ici présentement. Parce que moi, je vais en prison pour ce que je dis. Moi, je suis séparé de ma famille pour ce que je dis. Je suis déporté d'un endroit où je vis depuis des années. Donc, je suis fiché S par le gouvernement français alors que je n'ai jamais posé de bombe. Donc oui, j'ai le droit de le dire. Puis je me méfie des gens qui sont dans l'illusion et qui essaient de maintenir dans la stagnation de notre population. Notre peuple a besoin de se bouger. C'est la seule voie pour avancer. Voilà la réponse que j'ai à donner à votre question. Autre question. Bonsoir. Bonsoir, mon frère. Alors, je suis heureux d'être parmi vous ce soir. Tout à l'heure, vous avez dit que c'est la première fois que vous mettez les pieds en Guadeloupe. Alors, je vous dis, soyez le bienvenu. Merci infiniment. Merci infiniment. En arrivant ici ce soir, quand j'ai vu le monde qui était là, je me suis dit, oula, il y a des gens qui commencent à prendre conscience. Ça m'a fait chaud au cœur de voir les gens. Alors, ma question, elle est la suivante. Tout à l'heure, on parlait de les gens qui sont volontaires pour aller prendre dans les magasins d'ailleurs. La question que je veux vous poser, est-ce que ce ne serait pas plus efficace de boycotter ces magasins-là? Là, je veux voir la force du peuple guadeloupéen. Voilà. Alors, applaudissez déjà le frère, s'il vous plaît. Le grand frère. Il y a 1000 chemins, et c'est là où il faut refuser l'absolutisme, structurellement parlant. Il y a 1000 chemins pour arriver à une destination. Le boycott a déjà commencé, sur certains points. Il y a des gens qui favorisent le jus local plutôt que le jus commercialisé par la famille Ayotte, etc. C'est une initiative déjà extraordinairement louable. Mais je vais vous parler de mon expérience. Moi, j'ai commencé à boycotter un certain nombre de choses quand j'avais le choix avec une alternative de la population originelle lorsque j'avais 20 ans. 20 ans, ça fait l'an 2000. En 2018, le temps passe. 20 ans en 2001. Mais si nous sommes 10, 15, 100 à le faire, c'est une chose. 1000, ça peut commencer à changer. Et si on est encore plus, ça le fera.
L'année dernière, lors de la campagne anti-CFA, dans toutes les initiatives que nous avons lancées, on a tenté un temps le boycott des produits français. Et on a vu qu'en termes de maturité, ce n'était pas la chose sur laquelle nous étions les plus près. Parce que quand on parle de boycott, on doit être capable d'éduquer notre population déjà à la valorisation des produits des nôtres. Et ça, c'est quelque chose qui doit être fait. On a lancé la première journée mondiale l'année dernière de valorisation des productions africaines à Cotonou, qui a été suivie dans différentes capitales africaines. Donc nous sommes dans cette voie-là. Mais il y a deux choix. Est-ce que l'on veut, et là c'est un débat intellectuel qui peut être posé et qui ne mérite aucune stigmatisation, la vision de l'un est aussi valable que la vision de l'autre. On peut très bien être dans un processus beaucoup plus lent, structurellement parlant, et se dire on lance le boycott, on les calcule plus et on fait nos choses. Sauf que je sais que malheureusement sur ce terrain-là, on sera trahi par les nôtres. Parce que lorsqu'on va lancer l'appel au boycott, vous allez voir à la télévision, les vôtres allaient se servir là-bas. Et ça, on connaît. Alors que si nous sommes 500 ou 1000, même si le reste ne nous suit pas, si nous sommes 500 ou 1000 ou 2000, à régulièrement aller tout faire pour forcer les choses, pour consommer gratuitement en étant dans une logique non violente, je le précise, pas de casser. Comme quand le Martin Luther King faisait la campagne des boycotts en tant que tel, ou les sit-ins, il s'essayait de violenter personne, mais il refusait la loi telle qu'elle était énoncée. Parce que le vrai débat, c'est quoi? Sommes-nous prêts à enfreindre la loi si nous savons que cette dernière est injuste? C'est ça le vrai débat. Et je peux vous assurer que quand vous touchez ces gens-là au porte-monnaie, ça fait plus de bruit que quand vous les boycottez progressivement, selon un laps de temps qui peut être très large. En tout cas, c'est quelque chose que nous avons constaté sur le continent africain. On a lancé des campagnes de boycott des produits français. Le gouvernement français n'a pas bégayé d'un iota. Quand on a commencé à appeler toute la jeunesse africaine à brûler les billets de francs CFA dans les capitales d'Afrique francophone, le gouvernement français a sorti toutes ses dents et a commencé à parler. Parce que ces gens-là comprennent un seul langage, c'est lorsqu'ils sont bousculés au porte-monnaie. Et ce bousculade au porte-monnaie, c'est lorsqu'on est dans l'action de la violence symbolique. Symbolique. Frantz Fanon, dans les damnés de la terre, parlait de la nécessité de la violence révolutionnaire. Nous ne sommes pas dans la violence physique, nous parlons de la violence symbolique. Lorsque toute une population décide de ne plus respecter l'hégémonie d'une entité et décide de se dire que la production qui est présente là est une production qui n'a pas à être payée, c'est une voie. L'autre voie parallèle peut être de lancer l'opération du boycott. Mais je connais à titre personnel comme vous, grand frère, mon peuple, notre peuple. Et je suis convaincu que si on lance cette opération de boycott, je ne suis pas certain que ça fera autant de vagues que si on lance des actions spectaculaires, systémiques, hebdomadaires, de boycott d'achat, ce qui veut dire en gros de se servir soi-même dans ces hypermarchés-là qui vivent simplement de notre hyperconsommation. C'est une réflexion de fond qui ne va pas être réglée ce soir. Il faut que chacun y réfléchisse. Mais il ne faut pas qu'on se réfugie vers ce qui est le moins dangereux. Le moins dangereux pour nous, c'est de valoriser notre production, excusez-moi. Valoriser notre production est nécessaire, mais elle ne doit pas être suffisante. Lancer l'opération du boycott, on ne risque rien. On dit, on prend simplement nos produits, on n'achète plus les leurs. On n'aura aucun ennui. C'est plus rassurant pour nous. Mais le génie du capitalisme, c'est de toujours proposer des produits qui vont devenir attractifs pour les plus fragiles d'entre nous. Quand certains lancent le jus de canne, la famille Ayotte va commercialiser un jus de canne qui sera présenté d'une telle façon que même le nègre déterminé va voir la bouteille passer, va regarder s'il y a un de ses frères qui le regarde, et puis il va acheter. C'est comme ça qu'on est. C'est vrai ou c'est faux ce que je dis? Mais croyez-moi bien, et je parle en toute connaissance et expérience de cause, sous d'autres latitudes, mais c'est une réalité quand même. Quand on mène des actions spectaculaires, en s'attaquant directement au porte-monnaie de nos adversaires, l'adversaire bégaye. Alors dire cela, quand je dis ça ce soir, dès le départ, là, les renseignements généraux qui sont à noter vont dire à la famille Ayotte, faites attention, entourez-vous d'une nouvelle garde de sécurité, etc. Parce que, mais la garde de sécurité, mes frères, elle ne sera jamais forte si on est des centaines de milliers à venir se servir. Ce que nous voulons, c'est quoi? Nous voulons que ceux qui détiennent toutes les richesses lâchent prise. Ils ne lâcheront prise que s'ils sont contraints sous la main.
excusez-moi, sous la pression. S'ils comprennent qu'ils n'ont plus d'autres options. Mais tant qu'on est fair play avec eux, parce que je vous dis très clairement, le boycott, c'est être très fair play. Allez, on vous laisse vos produits, on va valoriser les nôtres, on va voir qui est le meilleur. C'est ça le boycott des produits des béquets. Mais le génie commercial qu'ils ont, parce qu'il faut savoir une chose, il faut qu'on le reconnaisse, ces esclavagistes-là, c'est peut-être leur ascendance, je n'en sais rien, mais ils font partie des meilleurs vendeurs. Tout ce qu'ils peuvent vendre, ils le vendent. Ayot, juif hollandais si je ne m'abuse, issu d'une famille qui a toujours su vendre. Ils vendaient des tapis, ils vendaient tout, ils vendaient des nègres. Voilà, c'est comme ça. Ils ont toujours été des champions du monde pour vendre. Donc si vous voulez les concurrencer sur la vente, moi je te suis, c'est une très bonne idée, en disant on valorise nos produits, mais valoriser nos produits va nous faire rentrer dans un processus lent, qui sur le long terme est le meilleur. Mais si dans l'immédiateté, si on veut bousculer les lignes, les actions spectaculaires sont à privilégier. Et ça, c'est l'activiste politique qui parle, sachant que, comme je le dis, encore une fois, c'est un débat de fond qui doit être établi, réfléchi, et ça, c'est quelque chose qui se fera dans la durée. Mais ne bannissons pas l'un au détriment des autres. La valorisation de nos produits doit être prioritaire, mais les actions spectaculaires doivent songer à être menées. Et je le dis devant certains médias ici, je n'ai aucun problème avec ça. Bonsoir, 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 vous avez beaucoup parlé de la cérémonie du roi Caïman, de Boukman. Si vous permettez, je peux vous interpréter une petite prière qui a été récitée ce jour-là. Bien sûr, avec plaisir. Bon Dieu qui fait soleil, qui éclaire nous en haut, qui soulevait la mer, qui fait l'orage gronder. Bon Dieu la saz entendait, caché dans son nuage. Et les regardez-nous, les voix tout sable en fer. Bon Dieu blanc, comme on décrit, mais tant nous les bienfaits. Dieu là ça qui si bon, ordonnez-nous vengeance. Lui va conduire nous, lui baille nous assistance. J'étais portrait Dieu blanc, qui soit blanc dans yeux nous. Écoutez la liberté, qui n'enquête en tout. Écoutez la liberté, qui n'enquête en tout. Écoutez la liberté.